Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max. Chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez. Car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières, et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation. Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient pas que passer par là. Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elle faisait partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée. Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies, car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique, ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique. Un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans. Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert, mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc, et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école, alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines? Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes étaient si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre.
Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil, recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon. On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie, tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversé. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques, ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria, et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples, il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne. Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans, laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5 000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir. Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre. Les vagues se brisent plus haut que jamais, prêtes à engloutir l'une des îles les plus énigmatiques de la planète. D'ici 2080, la montée des eaux pourrait atteindre Lahu Tongariki, la célèbre plateforme cérémonielle de Rapa Nui, aussi connue sous le nom d'île de Pâques. Et ce n'est pas une simple spéculation. Des chercheurs de l'université d'Hawaï, à Manoa, ont déjà effectué des simulations et publié leurs résultats dans le Journal of Cultural Heritage. Leur étude révèle que jusqu'à 51 autres sites culturels, y compris les célèbres statues Moai, pourraient eux aussi être submergés. Mais avant d'en venir à ces sombres perspectives, intéressons-nous à Rapa Nui elle-même. C'est le nom d'origine de l'île de Pâques. Des populations venues de Polynésie s'y sont établies vers l'an 300 de notre ère. Une fois installées, elles ont développé une culture singulière, à la fois inventive et profondément spirituelle.
Entre le Xe et le XVIe siècle, elles ont érigé d'imposantes plateformes cérémonielles, appelées Aou, ainsi que d'immenses statues, les Moai, destinées à honorer leurs ancêtres. Ces figures colossales se dressent encore aujourd'hui, conférant à l'île une aura de mystère. Tout cela est préservé au sein du parc national de Rapa Nui, une réserve naturelle chilienne qui constitue le cœur même de la culture locale. L'architecture et les sculptures y sont d'une originalité sans équivalent, même au sein du monde polynésien. L'île de Pâques est d'ailleurs l'un des lieux les plus isolés du globe. Elle se situe à environ 3700 km du territoire chilien, couvre 166 km² et son site classé au patrimoine mondial s'étend sur près de 70 km², incluant 4 petits îlots voisins. Le parc national de Rapa Nui abrite une profusion de trésors archéologiques. Les chercheurs y ont recensé près de 900 moai, plus de 300 AU et des milliers d'autres structures liées à l'agriculture, aux rites funéraires, à l'habitat ou à la vie quotidienne. Ces statues sont fascinantes. Certaines atteignent 2 mètres de haut. D'autres frôlent les 20. La plupart furent taillées dans une lave jaune-brun, à l'aide d'outils rudimentaires, en basalte nommés toki. Certaines étaient encore en cours de sculpture, d'autres transportées vers leur emplacement définitif, et plusieurs furent abattues, puis redressées. Les carrières comme celle de Ranoraraku témoignent encore du savoir-faire de leurs artisans. Les AU présentent une grande diversité de formes et de dimensions. Le plus vaste, AU Tongariki, aligne 15 moai sur sa plateforme. La majorité repose sur une base de pierre soigneusement assemblée, avec une rampe souvent pavée de galets polis et une esplanade à l'avant. L'art rupestre y est omniprésent. On y découvre des pictogrammes et des pétroglyphes au style varié, tandis que les grottes renferment d'autres sculptures. Même les villages, fermes et autres édifices sont d'un intérêt exceptionnel. Au XVIe siècle, d'après les chercheurs, la société Rapa Nui a traversé une profonde crise. Les ressources naturelles s'étaient épuisées, entraînant une mutation culturelle majeure. De nombreux monuments mégalithiques furent endommagés ou détruits, et le culte des ancêtres céda la place à celui de l'homme-oiseau. Ce nouveau culte, centré à Orongo, près du volcan Ranokau, s'exprimait dans 54 maisons de pierre semi-souterraines, de forme elliptique, ornées de gravures évoquant les oiseaux et la fécondité. Il perdura jusqu'au milieu du XIXe siècle. La colonisation bouleversa ensuite l'île, l'introduction du bétail. Les déplacements forcés et les maladies décimèrent la population indigène, qui tomba à un peu plus d'une centaine d'individus. Aujourd'hui, l'île abrite à la fois les descendants des anciens habitants et des immigrés, tous unis dans la volonté de préserver cet héritage tout en s'adaptant à la modernité. Hélas, ce patrimoine exceptionnel pourrait pourtant disparaître à jamais. Si aucune mesure n'est prise, la montée du niveau marin risque de compromettre le site du patrimoine mondial de l'UNESCO de Rapa Nui. Les scientifiques rappellent que la prise de conscience de ces menaces n'est qu'un premier pas. Comprendre la situation permettrait de concevoir des moyens efficaces pour protéger ces monuments anciens. Pour évaluer la gravité du danger, les chercheurs ont conçu un double numérique de l'île et fait tourner des simulations informatiques d'une précision remarquable, retraçant le mouvement des vagues sur le littoral. Ils ont ensuite superposé ces cartes de la montée des eaux aux données des sites culturels, recueillis grâce à des partenaires locaux, afin de déterminer lesquels seraient frappés les premiers. Les résultats sont éloquents. L'élévation du niveau des mers menace toutes les côtes du globe, mais l'enjeu est désormais de savoir quand et avec quelle intensité. Selon les projections, les vagues pourraient atteindre l'Ahu Tongariki d'ici 2080. Cette célèbre plateforme surmontée de moai, véritable symbole de la culture Rapa Nui. Les données sont indiscutables, et le temps presse. Les habitants doivent agir sans délai, avant que l'océan ne s'approprie ce qui leur revient de droit. Et l'île de Pâques n'est pas le seul site patrimonial à subir les assauts du climat. Au Pérou, l'antique cité de Shan Shan endure les effets du dérèglement météorologique. Ancienne capitale de l'Empire Chimú, elle demeure la plus vaste cité précolombienne en terre crue du continent américain. Véritable prouesse pour son époque, elle témoignait d'une organisation sociale élaborée, d'une planification urbaine ingénieuse, de réseaux d'irrigation perfectionnés et d'un art raffiné. Bien que les Incas s'en soient emparés au XVe siècle, les ruines révèlent encore toute la sophistication de la civilisation Chimú.
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Chan Chan revêt une importance historique majeure. Aujourd'hui, le phénomène El Niño, la phase chaude d'un cycle climatique naturel nommé El Niño, oscillation australe, provoque à la fois pluies torrentielles et sécheresse prolongée. Ces variations existaient déjà, mais elles surviennent désormais avec une fréquence accrue. En parallèle, la montée des nappes phréatiques fragilise les structures. Pour contrer ces menaces, les habitants régulent les eaux souterraines, restaurent les murs, archivent les vestiges, forment les populations locales, sensibilisent à la préservation et élaborent des plans d'urgence. Les tempêtes et la réduction des zones côtières engendrent aussi de graves difficultés sur l'île Herschel, au Canada, où des baleiniers s'établirent au XIXe siècle. La situation est si critique que plusieurs bâtiments ont dû être déplacés vers l'intérieur des terres pour échapper à l'océan. Si l'érosion se poursuit, il faudra les déplacer de nouveau, et certains édifices finiront sans doute abandonnés. Le dégel du permafrost, quant à lui, endommage les sépultures, provoquant la rupture des cercueils enfouis. En nous tournant vers la cité des mosquées de Bagherhat, au Bangladesh, nous constatons que l'eau et la salinité du sol dégradent progressivement les édifices en pierre. Le sel s'infiltre dans la roche, puis se dilate au contact de l'humidité, provoquant fissures et désagrégations accélérées. Ce lieu, lui aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, renferme environ 360 mosquées, ainsi que des bâtiments publics, des bassins, des mausolées, des ponts et des routes, jadis érigés en briques cuites. La Grande-Bretagne côtière figure elle aussi parmi les régions menacées par la montée des eaux et la violence accrue des vagues. Les intempéries y mettent en péril de nombreux châteaux historiques. Hurst dans le Hampshire, Tintagel en Cornouailles, Piel en Cumbria, le fort de Bayard's Cove dans le Devon, les fortifications de la garnison des îles Scilly, ou encore Calshot à Southampton. Selon l'organisation English Heritage, il devient urgent de consolider les murs et de renforcer les défenses pour protéger ces monuments des tempêtes à venir. De fortes pluies et un climat de plus en plus violent frappent aussi Édimbourg, en Écosse. Les risques d'inondation et de glissement de terrain augmentent chaque année. Depuis 1970, les précipitations annuelles ont grimpé de 13%. Le grès, continuellement imbibé puis séché, s'use peu à peu, affaiblissant le château d'Édimbourg et le socle volcanique sur lequel il repose. Finira-t-il par s'écrouler? Si rien n'est entrepris, ce n'est qu'une question de temps. Un autre lieu emblématique, prisé des visiteurs du monde entier, pourrait lui aussi être submergé, Venise. Sa lagune subit les effets de la montée des mers et les inondations deviennent plus fréquentes. Les bâtiments et les rues de la ville se trouvent désormais directement menacés. Ainsi, les difficultés rencontrées par Rapa Nui ne constituent en rien une exception. D'autres régions côtières, telles qu'Hawaï, subissent la même menace liée à la montée des eaux. Temples anciens, sites funéraires et trésors culturels irremplaçables sont exposés au même sort que les moaïs et les plateformes rituelles de l'île de Pâques. Et il n'y a pas que l'architecture qui se trouve menacée, mais aussi la mémoire, les traditions et l'identité de peuples entiers. Les chercheurs s'appuient désormais sur les données d'inondations côtières pour anticiper ce qui pourrait advenir de Rapa Nui et d'autres sites historiques. Ils cartographient les risques, analysent l'élévation du niveau marin et cherchent des solutions pour préserver ces lieux inestimables. Le temps joue contre eux. Imaginez un tombeau scellé depuis 1400 ans. Et puis soudain, pouf, il est ouvert. Qu'est-ce qui pourrait se trouver à l'intérieur? Une malédiction ancienne ou des découvertes passionnantes? Peut-être la première option, vu qu'un énorme hibou de pierre garde l'entrée, son bec refermé sur un visage humain, comme s'il avalait une âme. Et ce n'est pas juste une image tout ça. La découverte s'est probablement déroulée comme ça. Les archéologues se trouvaient sur un site appelé San Pablo Ruizo, dans le sud du Mexique. À un moment, ils sont tombés sur quelque chose qui ressemblait à une entrée. Oh! Où est-ce que ça menait? Il fallait absolument qu'ils le découvrent. Près de cette entrée, il y avait un grand hibou sculpté. Les chercheurs ont vite réalisé que ce n'était pas qu'une simple décoration. Le bec de l'oiseau était ouvert, et à l'intérieur se trouvait le visage peint d'un homme. Il s'agissait très probablement d'un chef important. Pour les peuples de cette région, les hiboux étaient liés à la mort et au pouvoir. Alors, soit le hibou gardait l'esprit de la personne enterrée là, soit il le retenait prisonnier. Était-ce vraiment prudent de s'aventurer dans cet endroit mystérieux? Eh bien, la soif de réponse des scientifiques était plus forte que toute peur.
Alors ils sont entrés et se sont retrouvés dans un tombeau. Il était composé de 2 parties principales. Une pièce avant, une sorte de vestibule, et une chambre funéraire plus profonde. Il y avait un passage entre ces 2 pièces, entièrement recouvert de sculptures. Au sommet, il y avait un linteau de pierre avec des symboles particuliers. Ces symboles ressemblaient à des noms basés sur la date de naissance d'une personne. De chaque côté du passage, il y avait des sculptures d'un homme et d'une femme portant des coiffes élaborées. Les chercheurs pensaient qu'ils avaient été placés là comme des gardiens, veillant sur le tombeau. Les murs étaient encore peints de couleurs vives, blanc, vert, rouge et bleu. C'était une vue stupéfiante, et les peintures racontaient une histoire, celle d'une procession funéraire. Des gens portaient des sacs de quelque chose appelé copal, qui est en fait une résine d'arbre. Les habitants, les apothèques, le brûlaient comme de l'encens pendant les cérémonies, un peu comme les gens aujourd'hui allument des bougies ou de l'encens lors de rituels. Par ailleurs, les archéologues ont trouvé des symboles gravés ressemblant à un calendrier. Un peu plus tard, les chercheurs ont découvert que le tombeau avait environ 1400 ans. Il appartenait à la civilisation zapotèque, et ce qui le rendait si spécial, c'était l'état de conservation exceptionnel de tout ce qu'il contenait. C'était comme ouvrir une capsule temporelle restée intacte pendant plus de 1000 ans. Fait intéressant, ils ne l'ont pas trouvé par hasard. Les autorités ont commencé à s'intéresser au site après un signalement de pillage. Quand les scientifiques ont inspecté les lieux, ils ont réalisé qu'ils étaient tombés sur l'une des découvertes les plus importantes au Mexique de la dernière décennie. Le tombeau remonte à environ l'an 600, quand les Zapotèques prospéraient dans la région. On les appelait parfois le peuple des nuages, et ils ont bâti une civilisation puissante bien avant l'arrivée des Espagnols. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens au Mexique parlent des langues zapotèques. En ce moment, des experts de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire travaillent avec précaution pour protéger le tombeau et étudier tout ce qu'il contient. Ils examinent des poteries, des symboles et même quelques ossements humains trouvés sur place. L'un des aspects les plus passionnants de cette découverte, c'est que beaucoup d'autres tombeaux zapotèques de la région avaient déjà été pillés avant l'arrivée des archéologues. Ça veut dire qu'on a perdu énormément d'histoire. Heureusement, ce tombeau était miraculeusement resté presque intact. Les scientifiques se concentrent maintenant sur la protection du tombeau. Ils contrôlent soigneusement l'air et l'humidité à l'intérieur, car même de petits changements peuvent l'endommager. Ils documentent les œuvres d'art et étudient les sculptures et les symboles. Mais les tombeaux anciens ne sont pas toujours cachés profondément sous terre, comme dans les films d'aventure. Parfois, on les trouve juste sous une ville animée. En 2023, des archéologues ont fait une découverte étrange, en bordure du parc de Chapultepec à Mexico. Ils ont trouvé un ensemble de sépultures vieilles d'environ 3500 ans, plus anciennes que la plupart des pyramides du Mexique. Il y avait 10 tombes en forme de bouteilles retournées ou de cloches, large en bas et plus étroite en haut. Environ la moitié contenait des restes humains, 4 femmes et un homme, principalement de jeunes adultes. Ces gens vivaient probablement dans un grand village de la région pendant les périodes préclassiques anciennes et moyennes. C'était bien avant que les Aztèques n'existent. Un des archéologues a expliqué que des populations avaient vécu dans toute cette zone avant qu'un volcan ne change tout. Ce volcan, c'est le Xitla, et quand il est entré en éruption, il a littéralement enseveli des parties du paysage sous la lave. À cause de ça, le sol où se trouvaient ces tombes est resté scellé et intact pendant plus de 3000 ans. Le Xitla est ce qu'on appelle un cône de cendres. En gros, il ressemble à la forme classique de volcan que tout le monde dessinerait. Rond à la base et s'élevant en cône. Il fait environ 300 mètres de haut, avec des pentes assez raides, comme monter une colline inclinée de 30 à 40 degrés, ce qui n'est clairement pas une promenade. Les scientifiques pensent que le Xitla est entré en éruption entre 245 et 315 de notre ère, d'après la datation au carbone 14. Quand il a explosé, ce n'était pas un petit événement, ça a complètement transformé le paysage. La lave s'est répandue et a formé ce qu'on appelle aujourd'hui les champs de lave du Pedregal de San Andrés, couvrant une vaste zone au sud de l'actuel Mexico. Imaginez une épaisse vague de roches en fusion avançant lentement et transformant tout sur son passage en pierre solide. L'une des plus grandes victimes de cette éruption fut Cuicuilco, autrefois une cité majeure et avancée de Mésoamérique.
La lave l'a littéralement enseveli, la figeant dans le temps sous des couches de roches. Après ça, les habitants ont dû partir et se disperser dans d'autres régions. Côté positif, ce déplacement de population, une sorte de migration forcée, a contribué à répandre leur culture à travers le centre du Mexique. Ça a peut-être même influencé le développement de cités voisines, comme Teotihuacan. Plus tard, elle est devenue l'un des centres urbains les plus puissants de la région. Mais cette histoire a un rebondissement. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur la chronologie. Certains pensent qu'une série de grandes éruptions et la destruction de Cuicuilco auraient en fait commencé plus tôt, vers le 1er siècle avant notre ère. Alors, selon la version de l'histoire qu'on retient, cette catastrophe s'est produite soit un peu plus tard, à l'époque romaine, soit encore plus tôt, quand les civilisations anciennes du Mexique étaient encore en développement. Dans tous les cas, c'était un événement cataclysmique qui a remodelé à la fois le paysage et la vie des habitants. Mais revenons aux tombes. Elles ne sont pas immenses. La plupart faisaient entre 1 et 2 mètres de large, et jusqu'à 1,50 m de haut. Imaginez quelque chose de la taille d'un petit placard, ou d'un grand coffre dans lequel on pourrait s'accroupir. Les archéologues les appellent des tombes en cloche, à cause de cette forme arrondie, en bouteille. Ce style n'est pas propre à un seul endroit. On a trouvé des tombes similaires dans différentes régions du Mexique. Ça signifie que les gens devaient partager leurs idées, un peu comme les tendances se propagent entre régions aujourd'hui. Autre fait curieux, ce n'était pas un site funéraire ponctuel. L'équipe a aussi trouvé des sépultures plus tardives, ce qui signifie que les gens revenaient à cet endroit depuis des générations. C'était un lieu qui est resté important pour une communauté pendant des centaines d'années. À l'intérieur des tombes, les archéologues ont trouvé des offrandes enterrées avec les défunts. Il y avait des outils en bois de cerf, une coupe et de petites figurines féminines. C'était probablement des objets personnels ou des offrandes symboliques, Un peu comme les gens aujourd'hui déposent des fleurs ou des objets significatifs sur une tombe. Tous ces objets ont été transférés au Musée national d'histoire pour être étudiés avec soin. Les experts s'en servent pour en apprendre davantage sur le mode de vie de ces populations. Heureusement, ce n'est pas la seule découverte dans la zone. Les travaux autour du parc de Chapultepec révèlent toutes sortes de vestiges ces derniers temps. D'ailleurs, peu avant, les archéologues avaient même trouvé un cimetière du XVIe siècle, datant de moins de 100 ans après la chute de l'Empire aztèque suite à la conquête espagnole. La cité perdue de l'Atlantide a peut-être enfin été retrouvée. 2 chercheurs travaillaient au large des côtes de Cuba lorsqu'ils ont découvert les ruines de ce qui ressemblait à une ancienne ville submergée. Cela s'est passé il y a environ 20 ans, et pourtant, personne n'en parle plus aujourd'hui. C'est comme si les autorités avaient pris cette information, l'avaient enfermée dans un sous-sol top secret, et avaient décidé que personne n'en saurait jamais davantage. Mais pourquoi? Eh bien, je vais vous le raconter. En 2001, Paulina Zelitsky, une ingénieure maritime, et son mari, Paul Weinzweig, ont été engagés pour explorer les eaux situées au large de la côte occidentale de Cuba. Ils avaient 2 objectifs principaux. Rechercher de vieilles épaves de navires pouvant éventuellement dissimuler des trésors comme de l'or et des bijoux, et localiser des gisements précieux de pétrole et de gaz naturel sous les profondeurs de la mer. Ils utilisaient un sonar. En gros, il s'agit d'un radar qui fonctionne avec le son. Il envoie des ondes sonores sous l'eau, et lorsque ces ondes touchent quelque chose, comme un navire coulé, elles rebondissent. Ce dispositif peut déterminer où se trouve l'objet et à quelle distance, simplement en se basant sur l'écho. Ainsi, le couple explorait le fond marin avec cet instrument, à plus de 600-150 mètres sous la surface. Et puis, soudainement, ils sont tombés sur quelque chose de bien plus intéressant que de l'or ou du pétrole. Ils ont trouvé des pierres. Pas n'importe quelle pierre. Je parle de pierres énormes, parfaitement arrangées, un peu comme une version miniature de la pyramide de Chichen Itza, ou encore mieux, comme un ensemble de petites pyramides mayas submergées. Voilà ce qu'ils ont vu, ou du moins ce qu'ils pensent avoir vu. Le truc, c'est qu'un sonar ne fonctionne pas comme une caméra. Il n'enregistre pas de vidéo, ni ne prend de vraies photos sous l'eau. Ce qu'il fait, c'est créer des images à partir du son. Et ces images ne sont généralement que des contours ou des formes. Un peu comme une esquisse floue et en noir et blanc. Il vous montre où se trouvent les objets, mais pas exactement à quoi ils ressemblent. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce couple. L'instrument s'est mis à produire des images de structures en pierre parfaitement ordonnées, et ça ressemblait vraiment à une espèce de construction urbaine. Je veux dire, le site était trop bien ordonné, trop symétrique pour n'être que des rochers réunis au hasard. Mais c'était trop beau pour être vrai.
Cette découverte pourrait radicalement tout changer de ce que nous savons sur les civilisations anciennes du continent américain. Du coup, les scientifiques se sont dit qu'ils ne seraient pas responsables d'annoncer quoi que ce soit sans trouver d'abord plus de preuves. Et c'est pourquoi ils ont décidé de retourner sur les lieux de la découverte. Cette fois, ils ont envoyé un véhicule sous-marin télécommandé pour réellement voir ce qui se trouvait sous la mer. Vous voyez ? Ce robot était essentiellement un caméraman sous-marin. Et le robot a confirmé la découverte. Il y avait bien quelque chose d'étrange là-dessous. Le site ressemblait à une ancienne cité faite d'énormes blocs de granit lisse. Ces pierres mesuraient environ 2,5 mètres sur 3. Certaines étaient pyramidales, d'autres rondes. Certaines semblaient avoir été taillées puis empilées les unes sur les autres, tandis que d'autres paraissaient isolées. Ensemble, elles semblaient former des couloirs et des contours de pièces. C'était comme de découvrir de grands bâtiments au milieu d'un désert sous-marin. Ces images furent suffisantes pour que Zelitsky scelle l'accord. À l'époque, elle a confirmé que cette structure incroyable, selon ses propres mots, pourrait avoir été un grand centre urbain. Encore une fois, ce sont ses mots. Puis le couple a commencé à spéculer. Ils ont dit que ces structures avaient probablement été construites il y a plus de 6000 ans, ce qui les rendait plus anciennes que les grandes pyramides d'Égypte. C'est même plus ancien que les Mayas eux-mêmes. Vous savez, la civilisation qui vivait autrefois sur le continent américain et qui est célèbre pour ses temples sophistiqués. Les recherches ont suggéré que ces structures pouvaient appartenir à une civilisation qui avait vécu là il y a des milliers d'années et dont nous n'avions jamais entendu parler. Cette civilisation supposée avait prospéré sur un pont terrestre de 160 km reliant Cuba à la péninsule du Yucatan au Mexique. Mais un jour, quelque chose de catastrophique s'était produit. Selon leur théorie, les failles terrestres s'étaient déplacées sous la surface, provoquant un tremblement de terre immense. Puis, en un clin d'œil, l'ensemble du pont avait été détruit. La terre avait été engloutie par la mer et s'était retrouvée au fond de l'océan. Et cette civilisation avait disparu. Bien sûr, le lien a vite été fait avec le célèbre mythe de l'Atlantide, et tout ça a complètement captivé les médias. Les sites d'actualité ont à l'époque publié des titres tels que « La cité perdue des Caraïbes enfin découverte » et « L'Atlantide retrouvée à Cuba ». Alors, pouvait-il réellement s'agir de l'Atlantide ? Je veux dire, avait-il trouvé les vestiges de cette civilisation supposément super avancée et disparue ? Difficile à dire. Dès le début, une partie de la communauté scientifique n'a pas adhéré à cette histoire. Tout d'abord, il y a la question de la date. Affirmer que cette civilisation existait à cet endroit il y a au moins 6000 ans n'était tout simplement pas très crédible. Ensuite, des archéologues européens ont soutenu que les pierres qu'ils avaient trouvées, en utilisant leur sonar, pouvaient être du calcaire naturel, et non du granit parfaitement sculpté. Et troisièmement, c'était trop profond. Même avec cette théorie des failles terrestres qui s'ouvrent et engloutissent tout, il est difficile d'expliquer comment une ville entière a pu se retrouver enfouie si profondément dans l'océan. Prenez par exemple Héracléon, en Égypte, une véritable ville portuaire antique submergée. Aujourd'hui, elle se trouve à seulement 6 mètres sous l'eau. Mais cette prétendue Atlantide est située à des profondeurs comprises entre 610 et 750 mètres. Vous voyez à quel point c'est différent, n'est-ce pas ? Les scientifiques pensent qu'il aurait fallu environ 50 000 ans pour que de telles structures en pierre s'enfoncent jusqu'à une telle profondeur. Et, selon les experts, aucune civilisation connue datant de cette époque n'avait la capacité de construire de telles structures. Mais pour Zelitsky, oui, c'était possible. Elle croyait toujours à la théorie des failles pour expliquer comment ce site s'était retrouvé au fond de l'océan si rapidement. Les grands mouvements de plaques tectoniques de la Terre sont généralement suivis par des phénomènes tels que des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Donc, selon elle, un événement puissant était survenu, et l'affaissement de l'île se serait produit très rapidement. Cette théorie du tremblement de terre pourrait également expliquer pourquoi certains des mégalithes présents au fond de la mer semblent ordonnés, tandis que d'autres ne le sont pas. Mais pour réellement prouver tout ça, ils avaient besoin d'un robot spécialement conçu pour descendre une nouvelle fois et prélever des échantillons de roches et de sédiments. De cette manière, ils seraient en mesure de déterminer l'âge des pierres, et peut-être même de trouver des signes de vie humaine, tels que des gravures, des sculptures et des artefacts. Le problème est que percer ces structures n'est pas facile. Elles ressemblent à du granit, et forer du granit aussi profondément sous l'eau est extrêmement difficile. Mais surtout, ils avaient besoin d'argent pour le faire. De beaucoup d'argent. Peut-être n'ont-ils tout simplement jamais obtenu le financement nécessaire. Parce que même avec tout ce battage médiatique initial, on n'a jamais plus entendu parler d'exploration ou d'études sur le sujet. Et cet étrange silence a suscité beaucoup de spéculations. Certains se sont même demandé si l'histoire n'avait pas été intentionnellement étouffée, comme si les autorités avaient voulu enterrer cette découverte.
comme si cette cité sous-marine avait été construite par une sorte d'être supérieur extraterrestre, et qu'on avait voulu nous le cacher. Mais à vrai dire, le meilleur argument selon lequel il s'agissait bien là d'une ville perdue, c'est que la nature n'aurait certainement pas pu construire quelque chose d'aussi symétrique. Les géologues ont essayé de trouver des explications naturelles, ou du moins des exemples similaires dans d'autres parties du monde, mais ils n'ont pas réussi. Toutefois, le simple fait que nous n'ayons pas trouvé d'explication ne signifie pas que l'hypothèse naturelle soit impossible. La nature peut créer des choses assez surprenantes et inattendues. Alors honnêtement, les arguments du type « c'est trop parfait pour être naturel » sont plutôt faibles. Ce qui s'est probablement passé, c'est que les experts n'étaient tout simplement pas convaincus qu'il s'agissait réellement d'une ville engloutie. Et c'est probablement la raison pour laquelle personne n'a accepté de financer la suite des recherches. Au fil du temps, l'engouement s'est estompé, l'histoire a disparu, et le site est retombé dans le silence. Et sans données supplémentaires. Lorsqu'on pense aux teintes les plus coûteuses, l'or, l'argent et la pourpre viennent sans doute à l'esprit. Pourtant, à l'époque de Pompéi, le bleu faisait l'objet de toutes les fascinations. Appelé d'abord bleu égyptien, puis renommé bleu pompéien, ce pigment était l'incarnation du luxe, ornant avec éclat les murs d'Égypte, dès 2500 avant notre ère. À Pompéi, la demande était telle que le bleu pouvait valoir davantage encore que la pourpre, pourtant déjà réputée pour son prix exorbitant. Mettre la main sur un artefact bleu de Pompéi est déjà exceptionnel. Alors imaginez une salle entière. En mai 2024, les archéologues ont enfin révélé une pièce intégralement bleue, décorée de fresques représentant des figures féminines et des symboles des 4 saisons. Ce trésor avait en réalité été découvert au temps des Bourbons, mais la fouille complète n'a été menée à bien que récemment. D'une superficie modeste, environ 8 mètres carrés, cette salle n'en demeure pas moins remarquable, car ce bleu vif était réservé aux lieux les plus prestigieux. Les chercheurs estiment qu'il s'agissait peut-être d'un sanctuaire destiné à des rituels ou à la conservation d'objets sacrés. On y a trouvé des cruches de bronze, des lampes, ainsi qu'une quinzaine d'amphores massives. Véritables ancêtres des Tupperware, ces amphores servaient à transporter des liquides tels que l'huile d'olive, diverses boissons ou le garum, une célèbre sauce de poisson fermentée dont les Romains raffolaient. Leur base effilée obligeait à les poser sur un support ou à les enfouir dans le sol, mais cette forme permettait un transport remarquablement efficace. Les archéologues ont également découvert des matériaux destinés à des travaux de rénovation, ainsi qu'une quantité étonnante de coquilles d'huîtres vides. On pourrait croire que la salle avait accueilli de somptueuses réceptions où l'on dégustait huîtres et amphores de vin. Mais il n'en est rien. Selon les experts, ces coquilles étaient broyées, afin d'être incorporées au plâtre et au mortier. La trouvaille suivante avait été exhumée il y a environ 20 ans, mais ce n'est qu'en 2024 que les chercheurs ont compris son importance. Ils avaient ici mis au jour le plus ancien fromage jamais retrouvé, âgé d'environ 3600 ans. Le précédent record appartenait à un fromage de 3200 ans, trouvé dans la tombe égyptienne d'un haut dignitaire du nom de Ptahmes. À l'époque, on avait trouvé des jarres brisées, contenant une masse solide et blanchâtre, et il fallut une enquête minutieuse pour confirmer qu'il s'agissait bien de fromage, et non d'une étrange expérience antique ratée. Revenons à ce fromage âgé de 3600 ans. Il ne reposait pas là comme une simple relique oubliée. Il faisait partie intégrante du rituel funéraire. On l'a découvert dans la tombe d'une jeune femme originaire du nord-ouest de la Chine, suspendue à son cou tel un pendentif insolite, une parure faite de lait figé. Quant à son goût, les spécialistes interrogés ont immédiatement décliné l'idée d'y goûter, leur refus étant sans appel. Personne donc n'a cherché à savoir s'il conservait une odeur piquante ou une saveur prononcée. Grâce aux technologies modernes, il est néanmoins possible d'en analyser la composition et d'identifier certaines traces aromatiques. Et même si l'on osait le goûter, il ne serait guère appétissant, car il est désormais dur comme la pierre. Les chercheurs ont déterminé qu'il s'agissait sans doute d'un fromage de kéfir, élaboré à partir de lait fermenté avec des grains de kéfir, associant lait de chèvre et de vache. Ironiquement, la défunte appartenait au peuple de Xiaohe, probablement intolérant au lactose. Cependant, malgré la rareté des ressources végétales, ce fromage de kéfir, très pauvre en lactose, leur restait parfaitement digeste.
Vous souvenez-vous de l'époque où tout paraissait plus éclatant, l'herbe semblait plus verte, les gens plus aimables, et les arbres d'une majesté singulière? Bon, peut-être pas pour l'herbe ni pour les gens, mais pour les arbres, c'est autre chose. En 2024, des fossiles de plantes découverts au Nouveau-Brunswick, au Canada, ont provoqué l'étonnement du monde scientifique. On y a identifié Sanfordiacolis densifolia, un arbre vieux de plus de 350 millions d'années, doté d'un tronc orné de plus de 250 larges feuilles, dont certaines atteignaient 1,70 m. Plutôt qu'une couronne classique, sa silhouette évoquait celle d'un goupillon, posé sur un tronc mince de 16 cm à peine. On pourrait dire qu'il avait privilégié la croissance des feuilles au détriment du tronc. Contrairement à la plupart des arbres anciens, souvent représentés comme de simples colonnes végétales, celui-ci se distingue nettement, rappelant à la fois les fougères et les palmiers, bien que ces derniers soient apparus plus tard. Les fossiles, admirablement conservés, reposaient dans un ancien lac de failles formées après un séisme. Si beaucoup y voient une curiosité, les savants y discernent un précieux indice pour reconstituer l'évolution de la Terre à travers les âges. Je l'admets, entre ces salles bleues, ce fromage antique et ces arbres préhistoriques, il y a de quoi douter de l'avenir. Pourtant, une découverte récente pourrait bien ranimer l'espoir. En 2024, des astronomes ont identifié une nouvelle planète potentiellement habitable, baptisée Gliese 12b. Un peu plus petite que la Terre mais plus grande que Vénus, elle gravite autour d'une paisible naine rouge, située à environ 40 années-lumière, dans la constellation des Poissons. Cette étoile ne représente que 27% de la taille du Soleil et dégage environ 60% de sa chaleur, plaçant ainsi Gliese 12b dans la fameuse zone habitable, où l'eau liquide pourrait exister, malgré son orbite rapide de 12,8 jours. Si elle est dépourvue d'atmosphère, sa surface atteindrait près de 42 degrés, de quoi convenir à ceux qui supportent sans peine les étés brûlants d'Occitanie. Le seul problème, c'est que Gliese 12b se situe à 12 parsecs, et ici, le mot ne renvoie pas à une simple seconde écoulée. Avec notre engin spatial le plus rapide, le trajet prendrait environ 225 000 ans. Pour donner une idée, si l'on estime une vie humaine à 100 ans, hypothèse déjà généreuse, il faudrait près de 2250 générations pour y parvenir. Malgré tout, il est réconfortant de savoir qu'une éventuelle planète de secours existe si la Terre devait tourner mal. Et même si nous ne la visiterons sans doute jamais, son observation par le télescope spatial James Webb pourrait aider à comprendre pourquoi notre monde est resté habitable, alors que Vénus, elle, ne l'est pas. En Égypte, les archéologues ont récemment mis au jour une découverte remarquable. La partie supérieure d'une gigantesque statue de Ramsès II. Ce fragment de calcaire de 3,80 m a été exhumé à Hermopolis. Aujourd'hui, El Hashmonaïn, et s'ajuste parfaitement à la moitié inférieure trouvée en 1930. Il aura donc fallu près d'un siècle pour achever ce puzzle colossal. La sculpture représente Ramsès assis, portant une couronne et une coiffe ornée d'un cobra, symbole de son autorité sur la Haute et la Basse Égypte. Le revers de la statue est couvert de hiéroglyphes détaillant ses multiples titres, rappelant la puissance de l'un des plus grands pharaons. Réunies, les deux sections formeraient une statue d'environ 7 mètres de hauteur. Vous savez sans doute que la statue de la Liberté fut un don de la France, mais il est moins connu que les célèbres lions vénitiens proviendraient en réalité de Chine plutôt que d'Italie. En 1295, Marco Polo rentra à Venise après un long périple depuis un lieu qu'il appelait Cathay, que nous identifions aujourd'hui comme la Chine, rapportant des récits stupéfiants sur le papier-monnaie, le charbon ou encore le somptueux palais de Kubilai Khan à Xanadu. À l'époque, beaucoup accueillirent ces histoires avec scepticisme, et même les chercheurs modernes demeurent parfois hésitants. Malgré ses doutes, Polo reste une figure essentielle reliant l'Europe à la Chine ancienne. Or, des recherches récentes suggèrent que des liens existaient déjà avant son voyage. L'exemple le plus marquant est celui du lion de bronze de Venise, sur la place Saint-Marc. Selon des chercheurs de l'université de Padoue, il aurait été façonné à partir de cuivre extrait de la région du bas Yangtze, en Chine, il y a plus de 3 millénaires. Conclusion établie grâce à une analyse chimique menée en 2024. Ce lion ailé devint le symbole de Venise entre 1261 et 1264, sans doute avant même l'expédition de Marco Polo. On note en outre sa ressemblance frappante avec les gardiens des tombes de la dynastie Tang, ce qui laisse penser qu'il aurait subi quelques modifications avant d'atteindre la Sérénissime. En 2024, l'actualité ne se limite pas au progrès scientifique,
Elle s'illustre aussi par de véritables chasses au trésor. Lors d'une expédition sous-marine, des chercheurs ont découvert une statue en bronze de 60 cm représentant la déesse grecque Artémis, autrefois posée sur la cheminée du Titanic. Retrouver cette œuvre relevait de l'exploit, semblable à une aiguille perdue dans une botte de foin à 4000 mètres sous l'océan. Cette pièce n'est qu'un des nombreux trésors que les archéologues maritimes recherchent encore, parmi les restes du célèbre paquebot, bien plus qu'un simple navire de luxe. Il abritait une remarquable collection d'art, d'une Renault de 1912 à cette statue inspirée de la collection du Louvre. Peu de civilisations sont aussi énigmatiques que l'Égypte ancienne. Ce puissant empire dura plus de 3000 ans. Il nous légua des pyramides toujours debout et des mythes dont l'écho résonne encore. C'est l'un des lieux les plus étudiés au monde. Et pourtant, de nouvelles découvertes continuent de nous étonner. À Abydos, des archéologues ont récemment mis au jour une tombe royale vieille de 3600 ans. Elle est immense et ornée de hiéroglyphes dorés honorant les dieux. Mais le nom du pharaon, il a disparu. Qui était donc ce souverain et quel nouveau chapitre de l'histoire égyptienne cette énigme pourrait-elle révéler? S'il est un endroit en Égypte où la limite entre vie et mort semble presque s'effacer, c'est bien Abydos. Pour les anciens Égyptiens, ce territoire était sacré. Ils pensaient qu'il abritait la tombe d'Osiris, le dieu qui mourut, fut démembré, puis renaquit pour régner sur l'au-delà. Cette croyance fit d'Abydos le cœur spirituel du pays. Les pharaons y firent ériger des temples majestueux, notamment celui de Séti Ier, célèbre pour sa liste royale, où sont gravés les noms de 76 souverains. Des pèlerins venus de tout le royaume y déposèrent des offrandes et participaient aux fêtes d'Osiris, durant lesquelles sa mort et sa résurrection étaient rituellement rejouées. Ce n'était pas un culte purement symbolique, c'était une sorte de Japan Expo avant l'heure, où, au lieu d'imiter des héros, les fidèles incarnaient des dieux renaissants. Les pharaons rivalisaient d'ardeur pour reposer au plus près d'Osiris, transformant Abydos en un lieu à la fois funéraire, sacré et promesse d'éternité. Des millénaires plus tard, les environs d'Abydos continuent de livrer des merveilles. Ce fut le cas de la tombe récemment découverte. Au début de 2025, une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et américains entreprit des fouilles sous une éminence rocheuse appelée la montagne d'Anubis. Vous vous souvenez d'Anubis? Le dieu à tête de chacal, gardien des nécropoles. À 7 mètres de profondeur, ils découvrirent une sépulture royale longtemps dissimulée. Hélas, malgré des siècles de secrets, les pillards en avaient depuis longtemps dérobé les trésors. Mais tout montrait qu'elle appartenait à une figure d'importance. Comme dans un vaste manoir vide dont on devine encore l'opulence de son ancien occupant. La chambre funéraire comportait des voûtes en briques crues, hautes de plus de 5 mètres, la taille d'une girafe femelle debout. Pour un édifice vieux de 36 siècles, l'ensemble demeurait prodigieux. Et pourtant, connaissant le génie architectural des anciens Égyptiens, rien ne saurait vraiment surprendre. Aucun trésor n'a été retrouvé, aucun masque d'or, et plus tragique encore, aucun nom. Le cartouche qui aurait dû révéler l'identité du roi était illisible. Or, les tombes égyptiennes affichaient presque toujours le nom de leur occupant. Dans l'Égypte antique, un cartouche n'était rien de moins qu'une large étiquette ovale entourant, en hiéroglyphes, le nom du souverain. C'était une sorte de laissez-passer royal valable, dans ce monde comme dans l'autre. Sans lui, l'âme ne pouvait franchir les portes de l'au-delà. Car pour les Égyptiens, le nom, le règne, ne servait pas seulement à distinguer un individu, mais constituait l'essence même de son être. Tant que son règne survivait, l'esprit demeurait vivant. Être oublié, c'était subir un sort pire que la mort. Une âme sans nom ne pouvait poursuivre son voyage éternel. C'est pourquoi les cartouches se trouvaient partout, sur les temples, les obélisques, les bijoux, les statues et les parois funéraires. Leur rôle dépassait la simple inscription. Ils maintenaient la présence du pharaon visible en tout lieu. Imaginez bâtir une tombe monumentale pour que des visiteurs, 3600 ans plus tard, y pénètrent en se demandant « c'était qui déjà ?» Situation peu glorieuse, assurément. Voilà pourquoi il n'est pas absurde d'imaginer ce souverain anonyme hantant ses pilleurs à jamais. Le cartouche, en vérité, avait une portée considérable. L'un des exemples les plus célèbres provient de la tombe de Thoutmôsis III.
Sa chambre funéraire et son sarcophage étaient littéralement façonnés dans la forme d'un cartouche, faisant de l'ensemble un symbole architectural vivant de son nom. Heureusement, dans la tombe récemment découverte, tout n'avait pas disparu. À l'entrée, peints dans des reflets d'or, se tenaient deux gardiennes bien connues, les déesses Isis et Nephthys. Isis, magicienne, avait rassemblé les membres d'Osiris et lui avait rendu la vie. Nephthys, sa sœur, demeurait la pleureuse éternelle et la protectrice des morts. Ensemble, elles assuraient que quiconque reposerait ici ne traverserait pas seul l'au-delà. Un indice supplémentaire du prestige du pharaon inconnu. Mais qui pouvait-il être? Pour le découvrir, il faut remonter le fil du temps. Cette sépulture date d'une période troublée. La deuxième période intermédiaire, lorsque l'Égypte, morcelée, n'était plus dirigée par un seul souverain, mais scindée en plusieurs royaumes rivaux, chacun régnant sur son propre territoire. Une véritable version antique de Game of Thrones. Et au cœur même de ce tumulte s'élevait Abydos. Durant un temps, elle abrita sa propre lignée royale, connue sous le nom de dynastie d'Abydos. Ces souverains n'étaient pas les bâtisseurs de pyramides que tout le monde connaît. Et c'est précisément ce qui les rend si énigmatiques. Ils n'ont laissé derrière eux ni monuments majestueux, ni cités étendues, seulement quelques fragments de noms gravés sur des blocs ébréchés. Pendant des siècles, nombre d'égyptologues doutèrent de leur existence. Mais tout changea en 2014, lorsque les archéologues mirent au jour la tombe de Senebkhay, l'un de ces rois obscurs. Depuis, chaque élément connu à son sujet révèle qu'il eut une destinée singulière. Ses ossements portent 18 plaies profondes, caractéristiques des blessures reçues au combat. Son crâne, son dos et ses mains furent frappés, et il périt probablement en affrontant l'ennemi, devenant ainsi l'un des rares pharaons dont on sait qu'il mourut sur le champ de bataille. Sa sépulture, modeste et composée d'objets provenant de règnes antérieurs, contenait néanmoins une chose inestimable, la preuve de son existence. Avant Senebkhay, la dynastie d'Abydos n'était qu'une hypothèse. Grâce à lui, elle prit corps et réalité. C'est pourquoi la récente découverte pourrait être cruciale. La nouvelle tombe royale exhumée à Abydos adopte le même plan et le même style que celle de Senebkhay. Chambres en calcaire, voûtes de briques crues et divinités protectrices. Toutefois, elle se distingue par sa taille bien supérieure, ce qui suggère qu'elle appartint peut-être à un souverain d'Abydos plus ancien encore, et doté d'un pouvoir plus vaste. Quel qu'il fût, ce roi voulait que sa mémoire se perpétuât aux côtés de celle des plus grands. Ironie du sort, l'histoire elle-même semble avoir tenté de l'effacer. Peut-être que d'autres découvertes, à proximité de son tombeau, nous livreront davantage d'indices. Et, en effet, il y a plus. Et c'est plutôt fascinant. Non loin d'Abydos, dans le village de Banawit, les archéologues ont mis au jour un atelier de poterie remontant à l'époque romaine. Vous avez bien entendu, un atelier de poterie à 2 pas du tombeau d'un pharaon. Le site comportait d'immenses fours d'argile, des salles de stockage et de nombreux éclats brisés appelés ostraka. Ces tessons faisaient office de notes anciennes, à ceci près qu'au lieu de listes de courses, ils portèrent des reçus en grec et en démotique égyptien, de menus registres de transactions quotidiennes, des traces qu'on ne s'attendrait guère à trouver auprès d'un roi d'une dynastie oubliée. Ces potiers ont peut-être manqué une belle occasion. Au lieu de graver des reçus fastidieux, ils auraient mieux fait de vendre des tasses à l'effigie d'Osiris et des figurines d'Anubis pour les pèlerins et les voyageurs. Mais ce n'est pas tout. Il semble qu'après plusieurs siècles, durant l'ère médiévale, ce même sol soit devenu un cimetière. Les archéologues y ont découvert des tombes en briques crues renfermant des squelettes humains. Cela laisse penser qu'Abydos garda son aura sacrée bien après l'époque des pharaons. Mais pourquoi cette colline, encore et toujours, serait-ce réellement une porte vers l'au-delà? Après tout, c'est ici même que l'on disait que reposait Osiris. Cette croyance, persistante comme une ombre, traversa les millénaires avec une force suffisante pour attirer aussi bien les rois antiques que les familles médiévales. Les rites changeaient, mais le sol demeurait sacré. Cela dit, rendons justice aux Romains. Ils n'étaient pas là pour vénérer Osiris, mais pour façonner des poteries. L'histoire d'Abydos est loin d'être close. Les fouilles se poursuivent, et nul ne sait ce que l'avenir révélera. Les archéologues disposent aujourd'hui d'outils semblables à des lunettes à rayons X pour le désert. Chaque balayage pourrait révéler une chambre secrète ou, avec un peu de chance, restituer son règne perdu à notre pharaon sans nom. Je dois avouer m'être étrangement attaché à percer ce mystère, alors espérons...
Un jour, je parcourais la jungle, muni d'une carte mal dessinée sur un morceau de tissu. Après des jours de marche, j'atteignis un ancien temple maya. Dès que j'y entrais, un bruit étrange se fit entendre. Je me retournai pour partir, mais soudain, le sol se fissura sous mes pieds, et je tombai directement dans une tombe vieille de 1600 ans. Finalement, j'eus de la chance. Ce jour-là, je ressortis chargé des jades étincelants, de coquillages sculptés, et je trouvai aussi un masque effrayant. Sa malédiction me hante toujours aujourd'hui. Bon, ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme ça. Ou peut-être que ça ne m'est même pas arrivé. Hélas, l'archéologie dans la vraie vie, c'est pas comme les films d'Indiana Jones. Cependant, les découvertes peuvent être tout aussi importantes. Surtout au Belize, où des archéologues viennent de découvrir la première tombe identifiable d'un souverain dans la ville maya perdue de Caracol. Après 40 ans de fouilles. Une équipe a finalement réussi à ouvrir une chambre cachée, enfouie profondément sous une structure qu'ils avaient déjà étudiée. Et à l'intérieur de cette tombe, qui a environ 1600 ans, se trouvait Tekab Shak, le premier roi connu de Caracol. On traduit couramment son nom par « Dieu de la pluie et de la branche d'arbre », ce qui est très poétique et vraiment génial. Le roi Tchak était considéré comme une divinité maya qui contrôlait la pluie, le tonnerre et les éclairs. Selon le folklore, il utilisait des haches pour frapper des serpents porteurs de pluie dans le ciel, et il se mettait à pleuvoir. Le roi enterré est considéré comme le fondateur de la dynastie. Et cette dynastie a duré plus de 460 ans. Et en jugeant par ce qui a été enterré avec lui, nous pouvons supposer que le roi Shahak était très admiré. Sa tombe contenait des perles de jade, des os sculptés, des bijoux en coquillage et des vases en poterie rituelle. L'un de ces vases représente Ekchua, la divinité maya du commerce, recevant des offrandes. D'autres montrent des prisonniers liés. Les archéologues ont su qu'ils avaient trouvé une haute royauté lorsqu'ils ont remarqué des quantités considérables de cinabre rouge dans la tombe, un matériau rare et coûteux propre au monde maya. Il y avait aussi un masque en mosaïque de jade, assemblé comme un puzzle pour couvrir le visage du roi d'un vert éclatant. On n'utilisait pas seulement le jade parce qu'il est très brillant. Il était sacré et symboliquement associé à la vie et à la mort. Le jade poli scintille comme s'il avait été trempé dans de l'eau. Et il est froid au début mais se réchauffe rapidement dans la main. Pour les anciens Mayas, cette qualité faisait du jade une substance vivante, respirante. Et pour cette raison, il possédait une grande importance religieuse et spirituelle. Les Mayas l'associaient au souffle de la vie, à la royauté, à l'éternité. Couvrir de jade le visage de quelqu'un montrait à quel point cette personne était importante. Le masque du roi Shak n'a pas encore été examiné correctement, mais un autre masque célèbre, celui du roi Pakal, est lui constitué de plus de 346 fragments de jade vert. Un travail méticuleux. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, symboliquement à propos de ce roi, c'est qu'il était vieux, pas seulement parvenu au bout d'une longue vie, mais vieux au point d'être édenté. Pour nous, cela signifie qu'il ne s'est pas bien nettoyé les dents. Parce que non, on ne perd généralement pas ses dents simplement en vieillissant, à condition qu'on maintienne une bonne hygiène bucco-dentaire et qu'on ait les soins adéquats. D'un autre côté, selon les légendes mayas, les édentés possédaient des pouvoirs spirituels. Les dirigeants et les chamans servaient d'intermédiaires entre les différents royaumes, et dans l'art, les divinités âgées ou du monde souterrain étaient souvent représentées sans dents. Et puisqu'on parle de monde, la cosmologie maya divisait l'univers en 3 couches. Le monde du haut était le domaine des dieux. Le monde du milieu était celui des hommes. Il reposait sur le dos d'une tortue ou d'un caïman géant et était entouré d'une mer primordiale. Et en dessous se trouvait le monde d'en bas, connu sous le nom de Xibalba, un royaume sombre et complexe, peuplé d'esprits et d'ancêtres. Et certaines personnes, notamment les dirigeants, les chamans et les anciens, étaient censés se déplacer entre ces mondes. Notre roi était un dirigeant, portait un nom de type divin et était un ancien édenté. Son niveau de puissance devait être incommensurable. Mais ce n'est pas tout. Voici le plus inquiétant. La tombe était enfouie sous une autre tombe, découverte en 1993. Les archéologues enquêtèrent sur une autre sépulture lorsqu'ils ont réalisé qu'une autre chambre était cachée en dessous. Une cachette intéressante. Remarquablement, ça a fonctionné. Pendant plus de 1600 ans, personne ne l'a trouvée. Cela fait de la tombe de Tekab Shahak la première jamais découverte à Caracol, qui puisse être définitivement liée à un souverain connu, grâce aux hiéroglyphes, au contexte funéraire et aux artefacts. Si vous n'êtes pas fan de géographie ou d'histoire,
Vous n'avez probablement jamais entendu parler de Caracol. Aujourd'hui, c'est une ruine isolée au cœur des jungles de l'ouest du Belize. Mais il y a environ 16 siècles, Caracol était l'une des plus grandes et des plus puissantes villes de tout le monde maya. À son apogée, elle s'étendait sur plus de 200 km², ce qui, pour référence, est plus vaste que l'actuelle Belize City. Sa population était d'environ 100 000 personnes. C'est plus que la plupart des villes européennes de l'époque. Et elle n'était pas seulement grande, elle était avancée. Caracol comptait des pyramides, des terrains de jeux de balles, des palais, des réservoirs et un système routier très complexe. Des autoroutes de calcaire s'étendant sur des kilomètres à travers la jungle. Des fouilles passées ont également mis au jour des pointes de flèches, des forêts, des fusailloles, des figurines et des outils du quotidien. La tombe de Tekapchak est l'une des 3 tombes principales trouvées dans l'acropole nord-est. Celle-ci est située près de Kahana. Le complexe architectural central de Caracol est l'un des plus hauts bâtiments construits par l'homme au Belize jusqu'à aujourd'hui. Il atteint une hauteur impressionnante de 43 mètres et comporte plusieurs étages où l'on trouvait l'élite et les temples. Mais même avec cette taille, trouver des tombes n'est pas du tout chose facile. La plupart ont déjà été pillées. Nous ne savons pas ce qui se cache encore là-bas. Et dans certaines zones, creuser risque de causer de dégâts. C'est pourquoi il a fallu des décennies aux chercheurs pour finalement trouver quelque chose d'intact. Toutefois, ils ont répertorié plus de 850 sépultures et 175 tombes à Caracol au cours de leur mission qui a duré 4 décennies. L'une des premières tombes, datant d'environ 350 de notre ère, est une sépulture par crémation contenant des artefacts rituels tels que des lames en obsidienne, des pointes de lance et des stylets de céramique associés au Mexique central. Si vous êtes archéologue, cette ville sera pour vous mine d'or historique. Mais les mines d'or historiques s'accompagnent souvent de mises en garde. Par exemple, n'entrez pas, le plafond pourrait vous tomber dessus. De plus, même si les scientifiques sont enthousiastes à propos de cette découverte, le roi est probablement agacé s'il peut réellement voyager entre les différents mondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant que le repos éternel du roi a été perturbé? En ouvrant et en entrant dans la tombe de Tekapchak, les archéologues ont pénétré dans un lieu sacré censé rester fermé. Les tombes mayas n'étaient pas simplement des trous dans le sol avec un cercueil joliment taillé. Elles étaient scellées comme des coffres cosmiques, fermés avec de la pierre, de la terre, et parfois des rituels de fermeture élaborés. L'idée, c'est qu'une fois refermée, ce que la tombe contenait ne devait plus être touché. L'archéologie à Caracol et dans d'autres villes mayas nous ont bien prouvé tout ça. Des couches épaisses et impénétrables, des offrandes définitives et des débris soigneusement déposés signifiant clairement que nul ne devait pénétrer à l'intérieur. Les archéologues d'aujourd'hui les traitent encore ainsi. Ils travaillent selon des lois et des protocoles stricts et font montre du plus grand respect pour ce que tout cela représentait pour les bâtisseurs d'origine. Cependant, il est étrange de penser à la mythologie et de se demander si Chak va hanter les archéologues. Je suppose que nous verrons bien. Il ne devrait pas avoir peur. Il est vieux et n'a pas de dents. Peut-être qu'il les embêtera avec de la pluie. Après tout, il tient son nom d'une divinité pluvieuse, et nous ne connaissons toujours pas sa véritable puissance. Les Mayas étaient une civilisation fascinante, et leur structure compte encore parmi les plus mystérieuses que l'on puisse trouver. Bien qu'ils aient été isolés du monde connu, ils ont également construit des pyramides sans grue, cartographié le ciel nocturne sans télescope, et ils savaient comment enterrer un roi. Caracol est plein de secrets. Une tombe cachée sous une autre tombe, un roi édenté avec un masque effrayant, et le nom d'une divinité, c'est presque incroyable. Et étonnamment, on continue aujourd'hui de faire des découvertes. Alors peut-être qu'il n'est finalement pas trop tard pour moi. Mais d'abord, voyons un peu les conséquences de cette malédiction, d'accord ? L'océan avait un roi, il y a 190 millions d'années, et cette créature ne faisait que la taille d'un dauphin, mais elle inspirait la crainte à tous les autres. Un collectionneur de fossiles a découvert ces vestiges dans la roche sur la célèbre Jurassic Coast, en Angleterre, près d'un lieu appelé Golden Cap, dans le Dorset, en 2001. Pendant des siècles avant ce jour, les gens marchaient dessus, sans jamais remarquer ce trésor. Puis, il a voyagé jusqu'à un musée en Ontario, au Canada. Mais il est resté là, jusqu'à ce qu'à la fin de 2025, des scientifiques réalisent qu'ils n'avaient pas sous les yeux un simple reptile marin, mais quelque chose d'unique, le seul spécimen connu de son espèce. La découverte a reçu un surnom, le Sword Dragon du Dorset, et a attiré l'attention du monde scientifique.
Les ichthyosaures, le groupe auquel cet animal appartient, vivaient dans l'océan. Mais ils n'ont pas grand-chose en commun avec les poissons. Voyez-les comme l'équivalent marin des cousins des dinosaures. Pendant des millions d'années, ils ont régné sur les mers, comme les requins et les baleines dominent aujourd'hui. Mais le soir de dragon n'avait pas grand-chose en commun avec ses prédateurs. Cette créature ne mesurait qu'environ 3 mètres de long et avait une apparence assez inhabituelle. Beaucoup d'ichthyosaures avaient des crânes épais et des mâchoires puissantes, parfaites pour broyer leur proie. Au lieu de ça, l'évolution a doté notre animal d'un museau incroyablement long et étroit, fixé sur un corps taillé pour la vitesse. Les chercheurs pensent qu'il utilisait ce museau pour fendre les bancs de poissons et de calmars, assommant ou tranchant ses proies avant de les avaler. Et les yeux de notre sourd dragon fonctionnaient comme des objectifs géants. Ils captaient le moindre rayon de lumière disponible, permettant à l'animal de voir là où la plupart des prédateurs seraient quasiment aveugles. Et dans l'océan, où la lumière du soleil ne pénètre pas très loin sous l'eau, c'est un avantage considérable. Poissons, calmars et autres proies dérivaient dans l'obscurité, pensant être à l'abri du danger. Et notre dragon pouvait les repérer sans problème. Il avait aussi un crâne assez inhabituel. La plupart des animaux, y compris nous, les humains, possèdent un petit os près des narines appelé l'os lacrymal. En temps normal, il n'a rien de particulier. Mais chez le soir de dragon, il présentait d'étranges petites projections en forme de pointe. Quelque chose que les paléontologues n'avaient jamais observé chez aucun autre ichthyosaure. En paléontologie, ces infimes détails changent tout. Ils deviennent des indices révélant aux scientifiques qu'ils ont sous les yeux une espèce totalement nouvelle ayant vécu il y a des millions d'années. Le squelette du Sword Dragon a survécu dans un état quasi parfait et conservé sa forme tridimensionnelle sans être aplati comme beaucoup d'autres fossiles. Les scientifiques pensent même que des traces de son dernier repas se trouvent encore à l'intérieur de ses restes. Ainsi, à un moment donné, cet animal chassait des poissons dans les eaux du Jurassique. Et l'instant d'après, il s'est figé dans le temps. Son dernier repas, enfermé dans la pierre pendant 190 millions d'années. L'histoire est devenue encore plus fascinante quand les scientifiques ont commencé à étudier les os de près. Certains os des membres et des dents présentent d'étranges déformations, ce qui signifie que l'animal a subi des blessures ou des maladies de son vivant. Le crâne porte aussi des marques de morsure d'un prédateur bien plus grand, probablement un autre ichthyosaure. Ce prédateur lui a vraisemblablement porté le coup fatal. Mais la raison principale pour laquelle les scientifiques s'intéressent tant à cet animal, c'est qu'il comble un immense vide dans les archives fossiles. Les fossiles de la période où il vivait, entre environ 193 et 184 millions d'années, sont extrêmement rares. Avant cette découverte, les paléontologues voyaient deux groupes d'ichthyosaures complètement différents dans les archives fossiles. Les plus anciens avant cette période et les plus récents après. Mais personne ne savait exactement quand ni comment ce changement s'était produit. Alors, le Sword Dragon entre en scène comme une pièce manquante du puzzle. Cette créature semblait plus proche des espèces apparues des millions d'années plus tard. Cela signifie que le grand tournant évolutif des ichthyosaures a probablement commencé plus tôt que les scientifiques ne le pensaient. Maintenant, quittons l'océan et passons à un paysage totalement différent. Un paysage qui cuisait autrefois sous le soleil impitoyable du Sahara. Il y a environ 95 millions d'années, un prédateur y marchait, tout aussi étrange que le Sword Dragon. Mais il chassait ses proies sur terre et dans les rivières plutôt que dans la mer. Le scientifique qui a dirigé la découverte a décrit cet animal comme un héron infernal. Il mesurait la longueur d'un autobus scolaire et pesait plusieurs tonnes. Son crâne avait de longues mâchoires semblables à celles d'un crocodile, garnies de dents coniques, ce qui lui permettait d'attraper facilement des poissons glissants. Mais le plus étrange, c'était une crête sur sa tête, en forme de lame courbée, un cimeterre. Son apparence était si inhabituelle que les scientifiques n'ont même pas reconnu l'espèce quand ils ont mis au jour les os en 2019. Ils n'ont compris ce qu'ils avaient qu'après être retournés sur le site en 2022 pour collecter d'autres fossiles. Les chercheurs trouvent des spinosaures dans des roches formées près d'anciens littoraux, ce qui montre clairement que ces créatures se nourrissaient en mer. Mais celui-ci a été découvert à des centaines de kilomètres de toute mer préhistorique. Les terres autour étaient autrefois couvertes de forêts et de rivières, pas de dunes de sable. Cela signifie que ce prédateur géant s'aventurait probablement dans des écosystèmes d'eau douce pour y chercher sa nourriture, plutôt que dans les eaux côtières. On dirait donc que ce dinosaure massif pataugeait dans une eau atteignant près de 2 mètres de profondeur, debout sur ses pattes robustes, scrutant la surface à la recherche de poissons.
Au lieu de plonger comme un crocodile, il attendait probablement patiemment avant de refermer ses mâchoires en un éclair. Il y a plus de 200 millions d'années, un autre étrange survivant nageait dans des lacs d'eau douce et des rivières calmes de l'actuel Zimbabwe. Une espèce disparue de Dipneust. Contrairement à la plupart des poissons, les dipneustes peuvent réellement respirer de l'air. Ils possèdent des organes qui fonctionnent comme des poumons primitifs, ce qui leur permet d'absorber l'oxygène directement de l'atmosphère quand l'eau devient trop stagnante ou pauvre en oxygène. D'une certaine manière, ils vivent entre deux mondes, mi-poisson, mi-ébauche de la transition vers les animaux terrestres. Et ce super pouvoir rend les dipneustes vraiment importants pour les scientifiques. Ce sont les plus proches parents vivants des ancêtres de tous les animaux à quatre pattes. Il y avait une lacune dans nos connaissances sur ces créatures, mais cette nouvelle découverte a permis de la combler. Désormais, on sait que de nombreux dipneustes sont peut-être plus étroitement apparentés qu'on ne le pensait. Et les scientifiques peuvent mieux comprendre comment ces créatures ont survécu pendant des centaines de millions d'années. D'une certaine manière, les dipneustes sont l'un des chefs-d'œuvre de l'évolution. Ce plan ancestral a continué de fonctionner alors que des mondes entiers d'espèces naissaient et disparaissaient autour d'eux. Maintenant, remontons encore plus loin dans le temps, bien avant que les dinosaures ne règnent sur la planète. Il y a environ 275 millions d'années, une autre créature bizarre nageait dans des lacs d'eau douce de l'actuel Brésil. Les chercheurs ont identifié l'espèce à partir de 9 mâchoires inférieures fossilisées, chacune d'environ 15 cm. Au lieu de pointer vers le haut comme des dents normales, les dents de cette créature dépassaient sur les côtés. Chaque mâchoire présentait le même étrange design, prouvant que cette particularité n'était pas une anomalie, mais bien le résultat de l'évolution de l'animal. La mâchoire portait à l'intérieur de minuscules bosses denticulées. Ces structures formaient une surface de broyage. La créature possédait son propre broyeur intégré. Les scientifiques pensent qu'elle utilisait cette bouche inhabituelle pour mâcher de petits invertébrés, voire des végétaux. C'est un régime assez inhabituel pour un animal dont les proches parents étaient principalement des carnivores. Et en parlant de sa famille, cette créature bizarre appartenait à une lignée extrêmement ancienne appelée les tétrapodes souches. C'étaient des vertébrés primitifs à quatre pattes qui ont donné naissance aux reptiles, oiseaux, mammifères et amphibiens modernes. À l'époque où Tankia vivait, la plupart de ces lignées anciennes avaient déjà disparu. Et pourtant, celle-ci avait survécu, tandis que des animaux plus récents et plus modernes évoluaient autour d'elle. Les scientifiques appellent ce type d'animal un fossile vivant. En analysant les fossiles, les chercheurs ont conclu que cette mystérieuse créature atteignait environ 1 mètre de long et ressemblait probablement à une salamandre au museau allongé. Elle nageait dans des lacs d'un monde où les continents formaient encore le supercontinent géant Gondwana. Cette découverte est aussi importante parce qu'elle aide les scientifiques à comprendre comment les écosystèmes anciens fonctionnaient et quels animaux occupaient les différents rôles dans ces communautés primitives. Ils creusaient un puits quand ils ont heurté quelque chose qui les a stoppés net. Leurs pelles ont frappé de la pierre, et en dégageant la terre, les fermiers ont découvert des blocs alignés, comme les briques d'une muraille de forteresse. Ça s'est passé au Texas, en 1852. Et encore aujourd'hui, personne n'a d'explication unique pour ce qui ressemble à une ville secrète, enfouie sous des rues tranquilles et des pelouses de jardin. Les ouvriers qui ont trouvé le puits ont affirmé que la structure s'étendait sur des kilomètres. Par endroits, elle descendait à plusieurs mètres sous la surface. Les pierres avaient un agencement étrangement régulier, comme si quelqu'un les avait empilées. Et à certains endroits, les formes dessinaient même des arches. D'autres sections ressemblaient à des fenêtres ou des marches montantes. Très vite, on l'appela la Grande Muraille du Texas. Et l'histoire s'est répandue rapidement. Des fermiers, des bâtisseurs et des curieux du coin ont tous attrapé des pelles et se sont mis à creuser partout, espérant comprendre ce que c'était vraiment. Et c'est là qu'ils ont remarqué que les blocs semblaient séparés par des joints qui ressemblaient étrangement à du mortier. C'était vraiment difficile de croire que la nature pouvait empiler du calcaire en angle droit et en ligne parallèle comme ça. Et puis, tout est devenu encore plus étrange. En 1886, un journal local rapporta la découverte d'un crâne pétrifié près du mur. Il mentionnait aussi des chambres souterraines, des salles perdues sous le sol texan et des vestiges de quelque chose de puissant et d'ancien. Et puis, presque aussi vite qu'elle était apparue, l'histoire a disparu de la presse. Pas d'article de suivi, pas de crâne conservé dans un musée. Aucune enquête officielle sur laquelle quiconque pouvait s'appuyer.
C'était comme si l'histoire s'était volatilisée. Les gens étaient intrigués et voulaient savoir si quelqu'un avait étouffé cette découverte volontairement. Certains ont suggéré que des institutions puissantes avaient fait disparaître les artefacts. Avec le temps, les théories se sont accumulées. Des civilisations perdues, des géants antiques, et même un équivalent nord-américain de la Grande Pyramide. Mais ensuite, la science moderne est intervenue avec des foreuses. Des géologues ont foré en profondeur dans la formation et prélevé des échantillons de roches. Puis, ils ont réalisé des tests paléomagnétiques. Quand les roches se forment, de minuscules minéraux magnétiques à l'intérieur s'alignent avec le champ magnétique terrestre du moment. Un peu comme des aiguilles de boussole microscopiques figées sur place. Si des ouvriers avaient taillé ces blocs ailleurs, disons extraits d'une carrière, puis transportés et assemblés en murs, les signatures magnétiques à l'intérieur des roches auraient pointé dans des directions différentes. Chaque bloc porterait l'empreinte de l'endroit où il s'est formé à l'origine. Mais tous les échantillons avaient la même orientation magnétique, ce qui signifie que la pierre s'est formée exactement là où elle se trouve aujourd'hui. Les chercheurs ont découvert que le mur était constitué d'un calcaire rare. Ce matériau peut se fracturer en lignes étonnamment droites en durcissant sous terre. Sur de longues périodes, l'érosion ouvre ces fractures et elles peuvent ressembler exactement à des murs construits par l'homme. C'est comme de la boue, quand elle sèche, elle se fissure en motifs géométriques bien nets. Maintenant, imaginez ce processus sous terre, lentement, sur des millions d'années, à plus grande échelle. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que la formation de Rockwall est naturelle. Elle semble seulement construite par des humains. Récemment, une famille dont les ancêtres faisaient partie des premiers colons de Rockwall a fait don d'un terrain à la ville, là où se trouve le site original de l'excavation du mur. Et comme l'intérêt pour cet endroit perdure, les autorités municipales prévoient de rendre le mur original accessible au public. Rockwall n'est pas un cas isolé. En 1968, 3 plongeurs ont repéré de grands blocs rectangulaires de calcaire près de North Bimini, aux Bahamas. Les blocs étaient alignés en ligne droite sur 800 mètres. Les plongeurs l'ont appelée la route de Bimini. Elle est faite de blocs massifs et anguleux de calcaire, certains mesurant jusqu'à 4 mètres. Beaucoup de ces blocs semblaient avoir eu des angles droits à l'origine, comme si quelqu'un les avait taillés et placés là délibérément. Les 3 plongeurs ont fait cette découverte à une époque où le monde entier s'enthousiasmait pour l'Atlantide. Du coup, les gros titres ont immédiatement fait le lien et posé sérieusement la question: est-ce que ce serait la première trace physique de la civilisation légendaire de Platon? On n'a toujours aucune preuve archéologique confirmant qu'elle a réellement existé. Mais le moment de la découverte et la forme des pierres de Bimini ont convaincu beaucoup de gens que c'était ça. Mais ensuite, les géologues ont expliqué que la roche de plage se forme quand du sable et des fragments de coquillages se cimentent dans des eaux chaudes et peu profondes. Les blocs de Bimini sont composés de petites boulettes de boue, de grains de sable, de morceaux de coquillages, de restes de minuscules organismes marins unicellulaires et de fragments d'algues. Avec le temps, des réactions chimiques ont lié ces matériaux en dalles de calcaire solide. Des fractures naturelles ont divisé ces dalles en blocs rectangulaires. Quand le niveau de la mer a monté à la fin de la dernière ère glaciaire, l'eau a progressivement submergé la formation. Les vagues et les courants ont érodé le sable, donnant à certains blocs un aspect surélevé ou en retrait. Ensuite, les chercheurs ont effectué des datations au carbone 14 sur des échantillons de roches, des coquillages incrustés dedans et le ciment de carbonate qui maintenait le tout ensemble. C'est comme ça qu'ils ont découvert que les pierres avaient environ 2000 ans. C'est bien après la supposée disparition de l'Atlantide il y a 12 000 ans. Alors non, la route de Bimini ne mène pas à l'Atlantide. Mais elle aide les scientifiques à mieux comprendre comment les côtes évoluent, comment les sédiments durcissent et comment la montée des eaux remodèle les continents. Il existe une autre structure mystérieuse qui pourrait avoir un lien avec l'Atlantide. Voici l'œil du Sahara, ou plus officiellement, la structure de Richa en Mauritanie. Depuis l'espace, ça ressemble à une cible de 40 km de diamètre gravée dans le désert. Des anneaux concentriques ondulent vers l'extérieur, comme si quelqu'un avait laissé tomber un caillou cosmique. Ceux qui l'ont vu en premier ont pensé à un impact de météorite. Et une nouvelle théorie le relie à l'Atlantide. Ils disent que ça correspond exactement à la description de Platon, avec une île centrale entourée de 3 anneaux d'eau et 3 anneaux de terre. L'œil du Sahara est totalement sec aujourd'hui. Mais imaginez qu'on le descende au niveau de la mer. L'eau de l'océan s'engouffrerait dans ses creux et boum, on obtient quelque chose qui ressemble énormément à la fameuse cité de Platon. Les dimensions semblent assez proches.
Platon disait que la partie principale de l'Atlantide mesurait environ 18 km de diamètre, et la structure de Risha fait à peu près 21 km de large. Mais attention, l'Atlantide a soi-disant sombré dans l'océan. Donc pour que ça colle, l'œil devait se trouver au niveau de la mer il y a très longtemps. Les partisans de cette idée affirment que tout ce morceau du nord-ouest de l'Afrique s'est lentement soulevé au cours des 11 000 dernières années. Ils disent qu'il se trouvait juste au bord de l'océan, aux alentours de 9600 avant notre ère, ce qui correspond exactement à l'époque du récit de Platon. Pour étayer ça, ils montrent des tonnes de sel à l'intérieur des anneaux sur les images satellites, affirmant que ça prouve que l'eau de mer se trouvait là autrefois. Ils voient aussi du sable tout autour de l'œil, qui ressemble à ce que laisserait une vague géante. Une vague pareille aurait totalement anéanti toute cité à cet endroit, exactement comme la vague qui aurait englouti l'Atlantide. Tout ça semble plutôt convaincant, mais les vrais scientifiques et historiens ne sont absolument pas d'accord. Parce que quand on regarde de près, les faits ne tiennent pas. Oui, l'œil a 3 crêtes bien nettes, mais si on mesure les 3, l'ensemble s'étend bien au-delà de 21 km. A l'inverse, si on ne mesure que 21 km, il faut complètement exclure la 3e crête. Donc ça ne correspond pas à la description de Platon, car on ne peut avoir les deux à la fois. Les images satellites modernes montrent que l'œil s'est formé à partir de couches rocheuses soulevées par du matériau en fusion sous la surface. L'érosion du vent et de l'eau a ensuite épluché ces couches comme un oignon pendant au moins 100 millions d'années. Les roches les plus anciennes sont au centre. Les couches plus jeunes s'étendent en anneaux vers l'extérieur. C'est un dôme, pas un cratère ou une cité. À l'intérieur de la structure, les scientifiques ont trouvé des roches ignées, du magma solidifié et des couches sédimentaires tordues par une pression immense. L'eau chaude a chimiquement transformé les roches, laissant des signatures supplémentaires. Des outils en pierre anciens dispersés dans la région montrent que des humains primitifs y sont passés. Ce site fait désormais partie des lieux de patrimoine géologique les plus importants de la planète. Un trou vertical d'une régularité parfaite, caché au cœur des montagnes du Caucase septentrional, s'enfonce dans la terre comme si une foreuse avait visé droit vers son noyau. Certains vont jusqu'à rapprocher ce puits des couloirs internes des pyramides d'Égypte. Serait-il possible qu'un lien existe entre ces structures? Ainsi, le grand public découvrit ce gouffre mystérieux grâce à un amateur local de spéléologie, Arthur Jemoukov, qui arpentait le Caucase du Nord en 2011. Les flancs abrupts du mont Kara-Hora, marqués par les vallées glaciaires et des falaises éprouvées par des millénaires d'intempéries, offrent un refuge idéal pour dissimuler quoi que ce soit. C'est là que Jemoukov mit au jour ce qui semblait être l'entrée d'une grotte souterraine. Il fit appel à une équipe de spéléologues et tous descendirent dans le puits. D'abord convaincus d'avoir affaire à une simple formation naturelle, ils commencèrent à douter en progressant, tant l'ensemble évoquait une construction humaine méticuleuse. D'imposants blocs de pierre paraissaient assemblés avec une précision telle qu'aucune lame n'aurait pu s'y glisser. Certaines sources affirment aussi que le conduit chute presque à la verticale, avec des parois étonnamment lisses, comme si une machinerie colossale les avait polies bien avant l'ère moderne. En réalité, cet aspect provient de fractures géologiques naturelles. Plus troublantes encore sont des ouvertures, rappelant des conduits de ventilation, semblant destinées à faire circuler l'air à travers l'ensemble. Les grottes naturelles présentent rarement une telle organisation des flux d'air. Ce seul élément alimente le débat parmi les chercheurs quant à une éventuelle conception intentionnelle. Et dans ce cas, ces bâtisseurs auraient dû appartenir à une civilisation d'un niveau technologique remarquable. Certains affirment que Jemoukov consigna sa découverte avec minutie dans un journal, mais même s'il a réellement existé, celui-ci a été perdu, rendant son contenu inaccessible. En vérité, on dispose de si peu d'informations sur cet homme, son histoire ayant été très peu relayée dans les médias, que certains ont même douté de son existence. Peut-être a-t-il aperçu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Aucune vérification n'est possible. Il fut renversé par une voiture et mourut à peine 4 ans après sa découverte. Ce drame n'a fait qu'intensifier rumeurs, spéculations et théories du complot.
Les géologues s'efforcent naturellement d'apporter une explication plus rationnelle à ce puits. Le Caucase appartient à l'immense ceinture alpine qui s'étire du sud-est de l'Europe jusqu'au cœur de l'Asie. Cette chaîne s'est formée à la suite de la collision de plaques tectoniques, lesquelles demeurent aujourd'hui encore en perpétuel mouvement, se comprimant sans relâche. La région subit donc régulièrement de violents séismes. Par ailleurs, l'action combinée de l'eau, de la pression et de réactions chimiques peut, sur des millions d'années, creuser des conduits verticaux. Les rivières souterraines dissolvent les roches les plus tendres, tandis que les couches plus résistantes se polissent et finissent par former de profondes cheminées. Toutefois, l'érosion engendre en général des formes irrégulières, alors que Kara-Ora présente une symétrie, des angles marqués et des assemblages pierreux évoquant davantage une œuvre architecturale qu'un simple phénomène naturel. Pénétrer dans ce conduit demeure aujourd'hui extrêmement périlleux. Il faut affronter des à-pics vertigineux, des corniches instables et un air qui se raréfie à mesure que l'on descend. Les galeries sinueuses compliquent considérablement l'orientation et les locaux affirment que certains des premiers explorateurs n'en sont jamais revenus. Aujourd'hui, les équipes modernes privilégient l'usage de radars à pénétration de sol et de capteurs à distance afin d'étudier le site sans s'y engager physiquement. Et à chaque nouvelle analyse, on identifie d'autres cavités encore hors d'atteinte. Dans les environs, Kara-Ora côtoie des formations tout aussi remarquables, comme le gouffre Veriovkina, actuellement le second plus profond connu sur Terre. Ce gouffre s'enfonce sur près de 2 km à la verticale, excédant la hauteur de 4 Empire State Building empilés. Les explorateurs y progressent à travers des cascades glacées, des couloirs rocheux escarpés et des puits où la lumière disparaît totalement. Les températures y frôlent le point de congélation, tandis que des rivières souterraines grondent dans une obscurité longtemps inexplorée. Atteindre le fond exige plusieurs semaines d'expédition, avec des camps successifs, des kilomètres de cordes et une confiance absolue entre coéquipiers. La moindre erreur y serait fatale. La grotte se remplit régulièrement d'eau et se transforme d'année en année, exposant les spéléologues à des crues soudaines. L'eau entaille progressivement le calcaire, élargit les cavités, puis, sous la pression accumulée, jaillit brusquement par certaines ouvertures. Malgré ces dangers, les scientifiques poursuivent leur descente afin d'étudier l'oxygène, la circulation de l'air et la formation des minéraux, cherchant à comprendre l'évolution des grottes à l'échelle géologique. C'est ainsi que furent découvertes des formes de vie microbiennes capables de survivre sans lumière, en tirant leur énergie des minéraux. De tels écosystèmes rappellent les conditions supposées sous des lunes glacées, comme Europe ou Encelade, faisant de ce site un terrain d'entraînement potentiel pour les futures missions spatiales. Avant toutefois de nous tourner vers l'espace, arrêtons-nous sur un autre réseau souterrain fascinant, situé cette fois dans le nord de l'Espagne. On y trouve une cavité que les scientifiques nomment la Cima de los Huesos, ou gouffre aux ossements. Pour y accéder, les explorateurs doivent progresser dans un dédale obscur, puis se glisser dans un conduit étroit qui débouche brusquement sur une chute verticale de 13 mètres. Au fond de ce piège naturel, une rampe rocheuse abrupte conduit à une salle exiguë et boueuse, renfermant la plus vaste et la plus ancienne accumulation de fossiles humains primitifs jamais mis au jour. Ce lieu constitue une véritable capsule temporelle, abritant les restes d'au moins 28 individus disparus bien avant l'aube de l'histoire moderne. Plus de 6500 fragments fossiles y ont également été recensés, mêlés aux ossements d'au moins 166 animaux de l'ère glaciaire, ours des cavernes, lions, loups ou renards, probablement tombés accidentellement dans le gouffre. Pourtant, les restes humains posent une énigme, car ils semblent y avoir été déposés bien avant ceux des animaux. Leur identité demeure débattue. L'étude des crânes et des mâchoires révèle des traits marqués
caractéristique de Néandertaliens très anciens. L'analyse a pris une tournure encore plus remarquable lorsque de l'ADN mitochondrial a pu être extrait de ces ossements. Celui-ci établit un lien non seulement avec les premiers Néandertaliens, mais aussi avec les Denisoviens, population énigmatique identifiée à des milliers de kilomètres en Sibérie. Cette découverte suggère que les déplacements et les métissages de nos ancêtres étaient bien plus complexes qu'on ne l'imaginait. L'intrigue ne se limite cependant pas à la génétique. Cette cavité pourrait aussi receler la première énigme criminelle connue, ainsi que les plus anciennes pratiques funéraires. Parmi les milliers d'ossements, les archéologues n'ont trouvé ni outils usuels, ni restes alimentaires, à l'exception d'une unique hache en quartzite soigneusement façonnée et surnommée Excalibur. Sur cette base, certains chercheurs avancent que les corps auraient été volontairement déposés dans le puits, accompagnés de cet objet dans un cadre rituel, témoignant d'une forme de compassion bien antérieure à ce que l'on supposait. Par ailleurs, l'un des crânes, désigné sous le nom de cranium 17, présente 2 fractures identiques et mortelles, évoquant des coups délibérés. Afin d'établir une chronologie précise, les scientifiques ont eu recours à des techniques avancées, telles que la résonance de spin électronique et la datation uranium série.